Dans la suite du débat, la parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes 12 en séance pour un sujet aussi important. Autant dire que nous sommes entre nous. Et nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire de la déclaration de Jérôme Cahuzac, au terme desquelles il déclarait qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. Ce 5 décembre est donc à marquer d'une première bougie. Hier, Monsieur le Ministre, le Sénat a battu l'Assemblée 1-0. Il y avait un sénateur, moi, et 0 député à la présentation du rapport annuel de Transparency International qui visait la transparence de la vie publique et l'évasion fiscale. Évidemment, ce rapport pose un certain nombre de problèmes puisqu'il parle de perception de la corruption, de perception de la fraude. Et dans le tsunami de l'affaire Cahuzac, il est clair qu'il faudra plus qu'un train de mesures pour rétablir la confiance. Et c'est vrai que l'affaire Cahuzac a produit des textes législatifs, on en a parlé, des commissions d'enquête, on en a parlé. Et je vais vous parler, moi, des lanceurs d'alerte et de la formation. Je croyais que Bernard Cazeneuve serait au banc et ne voulant pas le contrarier, je ne voulais pas parler du verrou de Bercy. Mais puisque vous êtes là, Monsieur le Ministre, je vais vous en parler. Et juste un mot, le verrou de Bercy a fait l'objet de très nombreux débats le 16 et le 17 juillet dernier. Malheureusement, nous n'avons pas pu adopter les dispositions de bon sens et de transparence qu'avait préparé notre collègue Anziani au nom de la commission des lois, et nous le regrettons. Moi, je voulais vous dire que, comme les murs de Jéricho, ce verrou de Bercy finira un jour ou l'autre par sombrer, et à mon avis, sous le coup d'une question préalable de constitutionnalité. La première a été déposée le 29 novembre, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que le combat continue et que sous l'angle de la question préalable de constitutionnalité, le verrou de Bercy sautera et il résistera moins, me semble-t-il, aux juridictions qu'il n'a pu résister aux parlementaires. Je voudrais donc vous parler des lanceurs d'alerte. Il existe malheureusement, Monsieur le Ministre, aucune convention OCDE pour les lanceurs d'alerte. Et je crois que ce serait important que la France puisse porter ce projet d'une convention OCDE pour les lanceurs d'alerte. Dans un pays comme la Suisse, la vérité est pratiquement illégale. D'ailleurs, elle n'est pas pratiquement illégale, elle est illégale. L'exemple de Pierre Condamin-Gerbier avait fait un très grand nombre de déclarations qui se sont avérées absolument exactes. Dès son retour en Suisse, il a été incarcéré. Monsieur le rapporteur et moi-même avons été d'ailleurs soutenir ses défenseurs. On retrouve le même problème pour d'autres lanceurs d'alerte. Nicole Marie Meyer, expert attaché à Transparency International, a déclaré hier lors de la présentation du rapport « La France est ce pays paradoxal où un ministre du budget pratique la fraude fiscale, mais où un commandant de police est révoqué pour avoir signalé un usage illicite de fichiers par son administration, un diplomate licencié pour avoir rendu à sa hiérarchie un rapport confidentiel sur des dysfonctionnements financiers avérés, un fonctionnaire territorial menacé pour avoir signalé en interne des marchés publics irréguliers. » Par ailleurs, on assiste à une limitation de la coopération internationale et du multilatéralisme en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le cas de la Suisse est un cas absolument typique. Les lanceurs d'alerte ne sont pas les seuls à souffrir des carences de l'action internationale. L'action multilatérale en matière de lutte contre la fraude fiscale reste insuffisante et superficielle, voire hypocrite, y compris dans les enceintes de l'OCDE, comme je le disais tout à l'heure. Pascal Saint-Amand a beau dire qu'il n'existe plus de secret bancaire en Suisse et que la coopération et l'échange d'informations progressent, la réalité est tout autre. Au plan strictement juridique, le droit suisse tout entier est tourné vers la protection des banques. Le Conseil fédéral suisse a renoncé en septembre dernier à sanctionner pénalement des banquiers dont l'action aurait été peu scrupuleuse. Du côté du droit positif, les articles 271, 272, 273 du Code pénal suisse interdisent toute intrusion d'une puissance étrangère qui serait contraire aux lois, traditions et intérêts de la Suisse.
Cette législation, notamment, sert de fondement à toute négociation fiscale entre la Suisse et le reste du monde, notamment les États-Unis. Quant à l'article 273 relatif aux peines sanctionnant l'intelligence économique, il suffit de le lire pour démontrer qu'en Suisse, la vérité en matière d'évasion fiscale et de fraude fiscale internationale est illégale. Dans de telles conditions, on imagine également les chances de succès d'une commission rogatoire internationale pour interroger les responsables locaux d'UBS ou d'HSBC, sans parler de l'entreprise qui administre le port franc de Genève. Il serait urgent à cet égard, Monsieur le Ministre, que les autorités françaises lancent une commission rogatoire interrogeant Raoul Weil, l'ancien président d'UBS, qui est actuellement incarcéré en Italie. Car en Italie, on peut l'interroger. Dès qu'il va être de retour en Suisse, on ne pourra plus le faire. Par ailleurs, nous sommes passés à côté d'un problème majeur de l'évasion fiscale qui concerne les ports francs en Suisse. Vous avez, Monsieur le Ministre, 17 ports francs en Suisse, grands comme 25 terrains de football, antichambres ou garde-manger des banques suisses, où s'entassent or et œuvres d'art, gages de transactions multiples et variées, dans l'anonymat confortable d'une simple consigne. Reste l'impératif de formation à la lutte contre la fraude fiscale. C'est la proposition numéro 12 de notre commission d'enquête. De nombreuses zones d'ombre pourraient être soulevées, mais il semble, de ce point de vue, que nous sommes évidemment dans la guerre de l'obus et du blindage, qu'il faut former les personnels et qu'il faut créer, me semble-t-il, un centre important pour les étudiants et pour le personnel chargé de contrôler la fraude fiscale. Michel Aujean, lors de nos auditions, s'en est ému puisqu'il existe en Grande-Bretagne 2 structures de la sorte et qu'il n'en existe pas en France. Seule l'école doctorale de Paris 1 travaille sur ces sujets en France, mais dans une optique universitaire et non pas dans une logique opérationnelle. Il y a un manque crucial, Monsieur le Ministre, de formation, crucial. Madame Coupet-Soubeyran, également dans notre commission d'enquête, a pointé les difficultés d'accès et de retraitement des données statistiques de l'INSEE. Quant à Hervé Falcani, on en a déjà parlé tout à l'heure, il a déclaré que l'administration ne disposait pas des moyens humains pour analyser l'information qu'elle avait à sa disposition. On tourne toujours un peu en rond. C'est vrai que notre administration, le monde entier nous l'envie et qu'évidemment il faut lui rendre un hommage appuyé, mais que néanmoins, compte tenu de la rapidité avec laquelle la technique de fraude évolue, il faut aussi faire évoluer les techniques de formation. D'après Noël Ponce, également interrogé dans le cadre de notre commission, les techniques de renseignement relatives à la lutte contre la fraude doivent évoluer qualitativement pour appréhender les évolutions techniques et leurs liens avec la grande criminalité. Les modèles informatiques ne peuvent pas tout faire. Dominique Strauss-Kahn avait d'ailleurs fait état de leurs défauts de conception. Aussi, il est nécessaire d'avoir davantage de personnel, ça on le sait et on le déplore. Malheureusement, nous n'avons pas pu examiner la deuxième partie de la loi de finances où nous aurions tous voulu augmenter. Eh oui, Monsieur le Ministre, je comprends votre déception, c'est aussi la nôtre et ce n'est pas notre fait. Il est nécessaire donc d'avoir davantage de personnel formé à la connaissance des méthodes de fraude fiscale afin de prévenir l'inertie dans la création de certains dispositifs législatifs. On pourra voter toutes les lois qu'on veut. Si on n'a pas le personnel adéquat pour les former, le personnel pour assurer le suivi, le personnel pour enquêter et traiter les données, je crois que tout ce que nous pourrons faire ici, et nous sommes tous mobilisés, Monsieur le Ministre, contre ce fléau qu'est l'évasion fiscale, nous n'arriverons pas à avoir de bons résultats. J'en aurais pratiquement terminé puisque j'ai parlé en quittant mes notes, ce qui veut dire que je ne sais plus du tout où j'en suis, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, que nous avons été particulièrement déçus du refus du président du Sénat de créer dans cette maison une délégation permanente dédiée à la protection des intérêts financiers de l'État. C'était une de nos propositions de la première commission d'enquête, parce que je pense qu'il est important que nous puissions suivre en matière législative, en matière financière et en matière fiscale de façon constante l'évolution de notre législation et de la jurisprudence. Le président du Sénat, qui avait été saisi par le président de la première commission d'enquête, Philippe Dominati, avec une lettre que nous avions tous signée et qui lui demandait la création de cette délégation, le président a refusé de créer cette délégation à l'intérieur du Sénat. Ça aurait permis au Sénat d'accroître
accroître son pouvoir de contrôle et surtout son pouvoir de suivi. Je pense qu'il s'agit là d'une pression amicale de la Commission des finances qui a peut-être voulu garder la main sur ce dossier. Je crois que c'est regrettable et je crois qu'à la prochaine session parlementaire, il faudra, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, Monsieur le rapporteur, remettre ce sujet sur le tapis, car je crois que c'est très important que nous puissions suivre ces dossiers de façon régulière et constante dans notre maison. Donc, Monsieur le Ministre, nous sommes tous mobilisés. Les marges de progrès sont extrêmement importantes et je voudrais profiter de la présence de Philippe Dallier pour le féliciter du travail qu'il a fait avec notre collègue de Montgolfier sur la fraude à la TVA. Mais je vous en prie, mon cher collègue, ce sera le grand mérite d'avoir été là ce matin pour nous écouter sur ce sujet important. Mais de toute façon, le rapport est tout à fait excellent et nous avions soulevé à de très nombreuses reprises dans nos 2 commissions d'enquête les fraudes à la TVA et la marge de progrès extrêmement importante qu'il y a. Donc je crois qu'augmenter la TVA sur les centres équestres, ce n'est pas bien. Mais la marge de progrès, pour le coup, sur la vraie fraude à la TVA, c'est important. Monsieur le ministre, sachez que nous sommes absolument tous solidaires et mobilisés sur ce sujet et je vous remercie de votre attention.